Ou sympathique de l'ANCAR qui me permet de partager avec vous. Donc moi, on m'a demandé de parler des Minoca, euh, qui est à la mode depuis un certain temps, et vous verrez que c'est pas une frivolité, c'est pas nécessairement un sujet à la mode sans raison. Les Minoca, simplement, myocardial infarction with non-obstructive coronary artery, c'est-à-dire infarctus du myocarde sans lésion coronaire obstructive. Alors, j'ai de montrer cette diapositive démontre ce qu'on sait globalement sur la plaque d'athérome. C'est une modification et qui démontre comment progresse une plaque d'athérome, comment se développe la lipide, l'inflammation, et que la plaque lipide baisse. Et je voulais juste vous, quand on arrive à ce moment-là, où la plaque fibreuse commence un peu à se éroder avant de se rompre et d'entraîner l'obstruction totale de l'artère par la contact du contenu de la plaque et du sang, quand on sait tous l'infarctus du. Mais ça, c'est des thèses, ensuite des imageries. Il y a plusieurs nuances de gris, si je veux dire, entre on vous montre là et le cheminement fréquent ou le plus apparent dans l'intimité de la plaque et la réalité clinique qu'on vit. Je vais vous montrer deux exemples qui, moi, m'ont marqué, datent comme moi. Le premier date d'une vingtaine d'années ou trentaine d'années. C'était un pompier du SAMU, des sportifs, pleine forme, etc., et qui nous ramenait les malades donc à infarctus. Et c'était un, un, et donc un jour, il a le débloque quand je cours. De manière tout à fait pas médicale, parce qu'on ne peut pas lui dire on te fait une. Ben, écoute, ok, demain on fait la coro. Donc je fais la corona. Je tombe sur ça, à peine ça, 2007. Je ne rajeunis pas. Et globalement, je lui dis écoute, tu dois avoir de l'hérédité, tu dois avoir quelque. Il y a un dépôt d'athérome sur ta mais à l'époque, on n'est pas l'imagerie immédiatement, on n'avait pas d'OCT, on avait que l'IVUS, et que rarement dans les. Donc, on lui conseille, après avoir discuté entre nous, de prendre de l'aspirine, des statines, reflux. L'aspirine va suffire. Et d'abord, il avait déjà une belle hygiène de vie. On est plutôt rassuré pour lui, il part aussi rassuré. Hein. Donc voilà. Alors, maintenant, avec le recul, avec je sais pas, près de 40 ans de métier, je vais vous dire oui, mais regardez la teinte de l'artère là, elle est un peu en demi-teinte par rapport à et à une demi-teinte par rapport à ça. On ne sait pas le caractère de la plaque, c'est-à-dire qu'on regarde maintenant les coronarographies avec l'œil de ce Divus a appris à corréler des images d'angiographie à des images endocoronaires fréquemment. Vous pouvez me croire comme ne pas me croire, mais moi, la réalité, voilà, vingtaine de jours après, voilà ce qu'il lui. 20 jours après, il ramène un malade à l'hôpital, ça m'a marqué. Hein. Il ramène avec son équipe un malade à l'hôpital, et puis à un moment donné, pendant que moi je faisais le malade, je vois de l'agitation dans le couloir de salle de caté. Et en fait, il avait été aux toilettes. Il a fait une syncope dans les toilettes et il ne sortait pas. Et du ça. Ils ont cassé la porte. Ils l'ont sorti en arrêt, ils l'ont massé. Hein. On l'a récupéré et l'a récupéré immédiatement. Hein. Pas eu de perfus. On a mis des en plaquettes. On a tout fait. Donc c'est l'infarctus, même pas à H1, c'est à M2, quoi. C'est en termes de minutes. Malgré ça, à la sortie, il avait 30, jamais récupéré. Il a été transplanté, il est toujours.
ça m'a marqué. Je me suis dit, il y a des choses qui ne comprend pas. Il y a des choses qui dépassent totalement. Pas sur les gens et que 20 jours après, ils risquent de mourir, premièrement. On nous a appris que, et on nous a appris que quand on prenait en charge les malades tôt, bien pour le. Alors, regardez celui-là. Début de la douleur, 60 minutes. Porte à porte, c'est 30 minutes. Regardez son phase aiguë. À l'époque, on faisait mal de ventre aussi. Il a une belle séquelle. Mais on peut considérer, pas récupérer, pas pris. Ça, c'est un contrôle, c'est 60 minutes d'heure, 30 minutes door to balloon, c'est-à-dire entrer à l'eau. Il a H90, à H1 et 1h30. Voilà, un an après, la coronaire est stable, il n'y a pas de souci. Et regardez ça, ce que vous. Et regardez, ça c'était avant, et regardez son un an après, malgré une angioplastie qui a marché avec un. Je ne me rappelle pas. Et d'abord une leçon du. Deuxièmement, ça veut dire que les concepts, ça ne veut pas dire qu'ils sont faux, les concepts essentiels sur lesquels on base nos raisonnements et sur lesquels on base nos pratiques ne sont pas complets. Il y a des tas de choses qui nous échappent essentiellement, s'intéresse à 5% de la réalité de la vascularisation d'artères épicardiques, 5% de la vascularisation. Tout là. Parce que là, on le vasculaire, on le connaît mal, on commence à découvrir que ça a un impact réel, la preuve, sur la fonction ventriculaire. Alors, quand est-ce qu'on a commencé à parler de minorité? Il y a une quarantaine d'années, en 80, ça c'est les Anglais qui travaillaient des autopsies et qui essayaient de rapporter à l'époque le rapport entre l'état artériel coronaire et la conséquence myocardique, c'est-à-dire le degré de nécrose, est-ce qu'elle est. Et globalement, l'ensemble de ces travaux, il y a eu un ou deux papiers qui étaient un peu dissidents et qui les plaques moins de 40% généraient infarctus. Et globalement, tout le monde est d'accord pour dire que la majeure partie des infarctus liés à des coronaires supérieurs à 60. C'est de là qu'est né le mythe de l'angioplastie préventive. On continue à ce jour et qui nous pousse à continuer à dilater des artères parce qu'elles sont serrées. Ça qui a été implanté en nous, c'est nos serrées, donc plus elle est serrée, plus elle risque de totalement. Une vingtaine d'années après, voilà, le pardon, il est à côté. Il y a Jean-François Belgrade qui sort un éditorial, après avoir lu évidemment un certain nombre de papiers, donc d'une dizaine d'années. Il y a beaucoup de papiers qui sortent et qui parlent d'infarctus avec des artères coronaires qui sont saines. C'est ce qu'ils appelaient à l'époque les MICA, c'est-à-dire myocardial infarction with normal coronary artery, les MINCA. Mais d'autres papiers sortaient, plus nombreux encore, qui montraient des infarctus avec des plaques qui existaient. Il y avait de l'athérome, il y avait d'autres choses, il y avait des images un peu bizarres comme celles que je vous ai montrées tout à fait au début. Mais il y avait quelque chose, mais qui n'était pas des lésions significatives. C'est de là qu'est né le terme d'infarctus du avec des coronaires qui n'ont pas de lésions, ont des lésions comme non significatives. Vous savez qu'en angiographie, on considère que les lésions non significatives à 50%. La lumière. C'est de là qu'est venue la fameuse, la quatrième, infarctus, la première étant celle d'où je vous ai parlé c'est-à-dire une artère occlusive, un infarctus. La deuxième,
elle voit plus large et elle dit qu'on peut faire un infarctus uniquement par un mismatch, c'est-à-dire un déséquilibre entre la demande et le besoin en oxygène. Ce mismatch-là, c'est-à-dire ce déséquilibre, peut être causé par différents facteurs, dont un certain nombre de facteurs qui ne sont pas anatomiques. Il peut y avoir de l'athérosclérose, il peut y avoir il peut y avoir des dysfonctions qui n'ont aucun rapport avec l'athérosclérose, il peut y avoir des dysfonctions qui ont un rapport avec etc. C'est de là que cette définition ouvre le champ au MINOCA sans être la réelle définition, puisque la définition du MINOCA telle qu'elle est reconnue par l'AHA, c'est la présence d'un infarctus du myocarde selon la fameuse 4e définition, c'est-à-dire une élévation de la troponine à une valeur supérieure au 99e percentile de la normale. Alors là, pour faire simple, la troponine, c'est quoi? Nous, c'est une chose qui nous gâche la vie. La troponine, ça peut être pire qu'une femme avec laquelle on ne s'entend pas. Avec laquelle on ne s'entend pas. J'ai été jusqu'au bout. Avec laquelle on ne s'entend pas. C'est-à-dire que ces espèces de mouvements de troponine pour lesquels on nous réveille à 2 h du matin ou pour lesquels on veut nous faire à tout prix la coronarographie à 16 h ou à 17 h, un mouvement de troponine, vous pourrez, enfin, moi, à mon âge, je vais courir dans ma chambre, ma troponine, elle va augmenter. Vous pouvez avoir une idée là, du 99e percentile, globalement, vous voulez être sûr que votre troponine est significative par 100 de labo. Quand c'est 0,04, ben, prenez 4. Voilà, globalement, une troponine qui doit réellement nous inquiéter. En deçà, alors cette troponine élevée doit être associée à des signes, l'un des signes qui est l'infarctus, et donc un infarctus avec troponine et des signes d'infarctus, et absence de sténose coronaire significative. Alors après, chacun met le curseur entre 30 et 50, entre... Ça n'a pour l'instant aucun sens. Je pense que le seul curseur valable est ce rien du tout à l'imagerie à l'angiographie ou plaque, imagerie ou à l'angiographie. Donc voilà la véritable définition. Et retenir quelque chose, donc la coexistence d'un infarctus en constitution et des lésions qui apparaissent angiographiquement, pas normales, soit avec des lésions. Ça constitue quand même entre 5 et 15% des infarctus. On regarde les C. C'est plus fréquent chez les femmes, c'est pour ça que quand vous verrez la littérature, il y a beaucoup plus de femmes qui publient sur les MINOCA que les hommes. Il y a même des groupes de femmes qui commençaient à travailler exclusivement. Oui, les mécanismes des MINOCA, là franchement, on vous fait du machisme à mort. Les mécanismes des MINOCA sont multifactoriels. Alors, qu'est-ce qui est MINOCA? C'est l'érosion, la rupture partielle de plaque et le vasospasme épicardique, le spasme que vous voyez dans les coronaires, et les complications emboliques des coronaires, sans qu'il y ait l'athérosclérose. Et la dissection spontanée coronaire, c'est ce qu'on appelle CAD, et c'est toutes les atteintes microcirculatoires. Alors on réunit ça comme ça, peuvent être microthrombie et du spasme en général, et des tas de choses qu'on ne connaît pas. Et il y a ce qu'on appelle les mimickers, c'est-à-dire ceux du Takotsubo, et les myocardites, et c'est les cardiomyopathies non ischémiques. Vous qui faites quasiment pas, vous qui faites de l'écho, vous savez bien que les myocardiopathie dilatée, qu'on considérait comme étant une atteinte homogène du myocarde, on est loin de l'homogénéité d'une atteinte du myocarde et que vous la cinétique segmentaire dans des myocardiopaties. Voilà ce que c'est. En termes de prévalence, mine de rien, c'est beaucoup. Ça, c'est le NHS, compris tout le chest pain clinic anglo-saxon, services spéciaux pour la douleur thoracique, uniquement pour traiter les malades. Quand un malade va dans un chest pain center, va parce qu'il a mal à la poitrine, ben, il y a 1/5 des malades seulement 2/5 pas du tout, et les autres 2/5, eh ben, c'est les MINOCA. Et
Donc, ça représente quand même une... Ça, c'est une étude de prévalence faite sur une énorme méta-analyse. Vous voyez, à 160 infarctus. Et on est à peu près, vous voyez ici, à 6. Et 33% aux cas apparaissent comme étant des infarctus. Ça, c'est original de ce que vous... Alors, quoi les caractéristiques des patients qui... D'abord, l'âge, le sexe, femme, merci. Alors, ils ont pas là ici. Et dans ce tableau-là, vous allez voir, en fait, dans ce tableau-là, en plus, je vais pas vieillir. Vous voyez que l'ensemble des cas, c'est moins de facteurs de risque que gens qui ont une atteinte. Il y a moins de... Il y a pas nécessairement moins de non. Et enfin, évidemment, il y a moins d'antécédents de revascularisation par... Donc, on résume, beaucoup de femmes, les plus jeunes, moins de facteurs de risque, avec un vrai tableau d'infarctus. Vous avez ce tableau-là qui n'est pas rare. Pensez, quel est le devenir de ces malades-là? Est-ce que c'est bénin? Non, ce n'est pas bénin. Moins grave que ceux qui ont une atteinte anatomique significative, grave ceux qui n'ont rien. Donc, faire un minoca est un élément de vérité, ce n'est pas bénin, et donc nécessite une... Ça, c'est analyse. Hein. Sauf que la mentalité tend à s'adapter à de nouveaux concepts. Regardez, voir, c'est la mortalité. Vous voyez la mortalité de la population. Donc, c'est réellement pas bénin. Alors, les causes, elles sont la rupture du plaque, embolisation, spasme. Même les pompes myocardiques, il n'y a pas de flèche, et même les pompes myocardiques ont été intégrées. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques cas de pompes myocardiques, des gens tachycardes, etc., qui auraient entraîné une élévation atropoïde et des marqueurs à l'IRM. Donc, ça a été... Là, deux éléments, à mon sens. Quand je fais du coro et que j'appelle le médecin traitant, femme, tu as fait une épreuve d'effort, elle est positive. Elle se plaint d'une peur qui est vraiment, qui attire vraiment l'attention. Les coronaires, angiographiquement, sont normales. On appelle ça souvent qu'on appelle des IMOCA, c'est-à-dire des ischémies sans atteinte épicardique, enfin de coronaire. On verra que c'est souvent des atteintes de la microcirculation. Là, il y a une avancée majeure, puisqu'on commence à avoir les outils pour étudier la microcirculation. Ça nous permettra enfin, au lieu de dire à toute cette population de patients qui ont des coraux blanches, vous n'avez rien, c'est soit votre estomac, soit c'est dans votre tête, on va leur dire non, vous avez probablement une pathologie, on va l'explorer. On va leur dire vous avez des troubles de la microcirculation. Pas très grave, ça se soigne, mais il faut que vous fassiez attention. Vous fassiez suivre. Deuxième truc, on appelle le syndrome grec, parce que c'est celui des hommes. Coronary flow, c'est-à-dire le coronaire paresseux. Et souvent, on fait, quand j'appelle je lui dis, écoute, il n'a rien, mais il a un flux qui est ralenti. Voilà. Le flux ralenti dont on ne connaît pas encore très bien, on pense que c'est une augmentation des résistances artériolaires, probablement ça, a aussi à peu près à 20% des cas. Donc, on ne peut plus parler, on devrait même mettre maintenant dans nos comptes rendus que coronaire angiographiquement normal, mais
dans le syndrome probable atteinte de la microcirculation à étudier. C'est vrai qu'il faut le signaler. On se pose la question de ce malade-là, où on a l'impression que ce n'est pas des artères, c'est quasiment des veines. On a l'impression que ce n'est pas l'écoulement. Alors, les anciens nous disaient qu'il faut les mettre sous anticoagulants parce que ça ressemble à un système. Mais c'est de l'empirisme. Et ça représente une part non négligeable. La cause de quoi? Du machin paresseux, c'est probablement une augmentation des résistances vasculaires en aval. Alors, pas nécessairement, non, tu ne culpabiliseras pas. Pas nécessairement. Non, honnêtement, pas nécessairement. Par contre, dans certaines séries, on s'est rendu compte que c'est des gens qui finissent par développer ce qu'on appelle des mégadolico-coronaires. Un peu. Et ceux-là, on pense qu'un système de résistance comme une artère transforme progressivement en un système passif comme une veine, et peut-être que chez ces gens-là, les anticoagulants. Alors, de manière complètement. Voilà, myocardite, il est évident qu'elle ne rentre pas dans un phénomène inflammatoire qui n'a rien à voir. Alors que le Takotsubo, beaucoup l'intègrent maintenant dans les minoka parce qu'il y a une réalité, entre guillemets, sans pour autant qu'il y ait d'anomalies artérielles avec des anomalies. On en parlera un peu plus. Donc, du coup, comment on doit raisonner, réfléchir un petit peu devant ce qui ressemble à un minoka, devant ce qui n'est pas habituel, c'est-à-dire pas une artère bouchée avec un regard, un myocarde qui a. D'abord, c'est et cause non cardiaque d'élévation de troponie. Il y en a 42. C'est-à-dire que voilà, la troponie parle d'une spécificité. Dans la partie, alors on vous dans les minocardes, un working diagnosis, c'est-à-dire que ce n'est pas un diagnostic qui va venir de lui-même, comme le malade qui rentre, vous allez lui faire l'écho et vous allez venir avec le diagnostic, dire voilà ce qu'il a ton mal. Le problème est réglé. Là, non. C'est un diagnostic qu'on va aller chercher. Il y a 3 éléments majeurs dans la recherche de cette. C'est d'abord bien lire la coronarographie. Pour montrer des cas où tout le monde se plante. Garde, ça a l'air nickel, hop, coronormal. Bien lire la coronarographie. La revoir quand on vient regarder la fonction ventriculaire gauche à l'écho, à l'époque. Et l'IRM tient une place majeure dans les minokas. C'est d'ailleurs défini quasiment. L'imagerie endocoronaire et en particulier l'OCT majeure. Et enfin, parler qui arrive de plus en plus, l'étude de la microcirculation, un peu comme la FFR, et avec, au lieu de calculer la FFR, on calcule ce qu'on appelle l'IMR, c'est-à-dire un indice de résistance. Une fois qu'on a fait le diagnostic, on va parler de d'érosion de plaques. L'érosion de plaques, on ne peut la voir finalement à l'angiographie, donc si on a de l'érosion de plaques, ça veut dire qu'il y a un phénomène qui ressemble à de l'athérosclérose, même que ce malade coronarien basique, c'est statine à haute intensité, à bloquant les ARA2. Le spasme va évidemment, soit il est spontané, soit on va faire provoquer avec la métergien qu'on est positif. Ben, et statine. Pourquoi? Parce qu'il y a une vieille idée qui considère que tout spasme se déclenche par un trouble endothélial. Le trouble endothélial, c'est un peu comme la prééclampsie. C'est quelque chose qui précède l'apparition de la plaque d'athérome. Ça peut être, voilà, on parlait de la embolique et les SCAD, c'est-à-dire les sections spontanées, qui là aussi sont essentiellement l'apanage des femmes. Alors, un mot sur le vasospasme. Quand on suspecte un vasospasme épicardique, il y a maintenant des protocoles qui se font, qui sont safe, etc., qui se font à l'acétyl ou à l'ergot de seigle, comme les ocytes. Et quand il est négatif, on est assez rassuré. D'abord, il faut instaurer un traitement. Et le pronostic des malades qui font des spasmes, même sous traitement, mauvais que ceux.
Et puis là, par contre, il faut arrêter le temps. La dissection spontanée. Alors, la dissection spontanée, c'est surtout chez les femmes. Et tout simplement, des dispositions génétiques, maladies fibrodysplasiques, grossesse, traitement hormonal, périménopause. C'est toute cette espèce d'orage biochimique, femme à un âge jeune ou proche de la ménopause, va entraîner. Bon, cette dissection, elle va entraîner un hématome, qui va se retrouver entre l'intima et la média en général, mais parfois ça peut être sous adventitia. Cet hématome peut tellement grossir qu'il peut écraser la paroi, la lumière, d'accord? C'est un tube avec un hématome. Ça va entraîner l'écrasement de la paroi. Et ça va entraîner le premier cas de SCAD, c'est-à-dire l'infection spontanée, on ne les voit pas et vous verrez comment on doit les traiter. Et je vous ai dit, ça touche surtout les femmes, hein, 85, 80, 80 sont des dissections spontanées. Ce qui est bizarre, c'est nettement moins marqué. Et l'âge, c'est celui-là. Donc, c'est âge, sexe, postménopause. Voilà 3 éléments qui peuvent faire suspect. Alors, il y a, je vous ai dit, fibrose, on peut les artères. Et dont je vous parlais, c'est les inflammations, les histoires hormonales. Et il y a toujours un phénomène de stress, que ce soit un stress physique, émotionnel, qui peut être des triggers, pas des causes, mais qui peut être le déclencheur. Donc ça, qu'est-ce qu'on donne pour les... Il y a 2 éléments qui sont fondamentaux. Traiter tout type. Plus la tension augmente, plus on appelle le shear stress sur la paroi artérielle augmente, et plus la dissection peut s'aggraver ou apparaître. Et les bêta-bloquants, voilà les 2 éléments. Il faut donner des bêta-bloquants aux patients à des doses assez élevées, hein, aux patients qui font des dissections spontanées. Et il faut éviter évidemment tout ce qui est traitement hormonal, drogue, etc. Alors, pour compliquer encore l'histoire, il y a des papiers qui sortent et qui commencent à dire que dans le Takotsubo, vous voyez ici, c'est un Takotsubo, on retrouve parfois des... Comment on va réussir à différencier entre... Ce n'est pas la dissection qui a entraîné le Takotsubo. C'est tout simplement, le Takotsubo, c'est par exemple ici, c'est la paroi antéro-apicale, l'apex. La dissection, elle se situe au niveau de la circonflexe. Certain que ça n'est pas la dissection qui... Donc on se dit, il y a une association entre le Takotsubo. C'est pour ça que je vous dis, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas encore, hein. Alors, le thromboembolisme, ben, en général, c'est une érosion de plaques avec un thrombus qui va s'effriter, qui va aller mitrailler les petits os. Ça peut être, ne pas oublier que ça peut être des végétations, une tumeur, des calcifications de valves qui s'en vont en embolie. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Ce qu'on regarde, c'est juste de la réalité. Plaque disruption, c'est, vous voyez une coronarographie où il n'y a rien. La CX, elle paraît nette. Quand on fait de l'imagerie, regardez ici. Là, image en 2 quarts de poisson. C'est des plaques. Ça, c'est quand je vous disais le mitraillage par plaque, mitraillage de thrombus sur une plaque érodée vers la distalité, quand c'est un phénomène mécanique, ça ne bouge pas en haut. Et ça, c'est quelque chose que j'avais eu la chance de choper il y a, je ne sais pas, 40 ans. Voilà, en angiographie, on ne voit jamais ça, hein. On ne voit jamais ça. Moi, je l'ai vu une fois dans ma vie, et c'était tellement prégnant qu'à l'époque, c'était des tagarnos. On a tous pris une image de ça. Et elle a été numérisée. Vous voyez ce qu'on appelle vraiment une plaque ulcérée. Elle est là. Et dans cette plaque ulcérée est appendu un thrombus, et vous voyez ce thrombus partir à l'injection. Donc, imaginez ce thrombus qui va mitrailler la distalité. D'accord ? Ça peut se cicatriser tout seul sans aucun souci. Vous recevez le malade 6 heures après. Vous voyez à peine une image bizarre ici, mais sans ça, avec justement le fameux flux un peu retardé, etc., et un véritable infarctus. Le spasme, ben voilà, c'est tout simple. N'oubliez pas qu'il y a le spasme épicardique, dont je vous parlais tout à l'heure, et qu'on peut mettre en évidence en injectant de l'acétylcholine. Mais il y a aussi le spasme des artères, des artérioles qu'on ne voit pas, et que on peut maintenant évaluer avec les
IMR qui nous permettent d'étudier la circulation distale. Ça, c'est le fameux Takotsubo. Vous savez, on est venu d'une espèce de la poulpe, mais pour pêcher le poulpe qui est là. Et ça donne cet aspect-là. Là aussi, c'est beaucoup de femmes. Souvent, on trouve un stress. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi le stress. Que c'est un phénomène qui, lui, n'est pas ischémique, mais adrénergique. On pense qu'il s'agit de décharge catécholergique majeure, d'accord, et qui va agir sur la microcirculation, qui va entraîner ces choses-là. Ça, c'est les éléments à retenir. Alors, pourquoi la pro-BNP? Parce qu'il y a de réelles séquelles. D'ailleurs, à l'IRM, c'est l'IRM qui fait le diagnostic final, et que notez que les troponines n'augmentent pas beaucoup. Dans le Takotsubo, il faut penser à ça. Vous voyez une grosse séquelle apicale avec une troponine qui a à peine augmenté. Une femme qui est relativement jeune, c'était un Takotsubo. La troponine à fond. Il y a d'autres formes de Takotsubo, mais la plus fréquente, c'est celle. Et ça peut toucher toutes les parois. Donc, femme en péri ou post-ménopause dans un cadre de stress émotionnel. Dans un quart des cas, l'atteinte du myocarde est atypique, réversible, mais pas toujours bénin. Il y a 50%. Il y a même plus récemment un Indien présenté un cas de complications mécaniques de CIV Takotsubo. Orage catécholergique, donc place des bêta-bloqueurs indiscutables. Traitement comme une insuffisance cardiaque, parce qu'au début, ils sont en insuffisance cardiaque à cause de la sidération d'une grande part de leur myocarde. Et ça peut entraîner des problèmes d'obstruction. Quand vous faites l'écho à un Takotsubo, vous pouvez trouver un gradient entre l'espèce de poche et la chambre de chasse du ventricule gauche. Et là, on est plus embêté pour les traiter. Parfois, on a besoin d'inotropes pour les faire passer la phase critique. Il y a un syndrome d'obstruction, on ne peut pas donner, ne doit pas donner d'inotropes. Ça, c'est juste pour vous dire que ça, c'est ARP, c'est une association de femmes qui travaille sur les MINOCA, et que l'association OCT, donc imagerie, cohérence et IRM, nous permet d'identifier la cause dans 84,5% des cas. Et vous dire que si on ne fait pas l'IRM et pas d'imagerie, on va être à peine à 15%. Voilà les images à l'OCT, c'est quelque chose, moi je me bats pour l'avoir. Pourquoi? Parce que c'est très simple à interpréter, que les jeunes peuvent apprendre très vite à interpréter les images d'OCT. Ce n'est pas comme l'IVUS, qui est complexe. Et ça, c'est l'IRM de ces MINOCA. Et vous voyez que vous retrouvez rehaussement tardif, gadolinium, etc. C'est-à-dire qu'il y a de vraies atteintes cardiaques qui sont liées au MINOCA. Que dans 69% des cas, quand on fait l'OCT, on a un rapport entre ce qu'on trouve à l'IRM et la lésion de l'artère qui est atteinte à l'OCT, et que dans 44% des cas, on n'y arrive pas. On a encore du... Et ça, c'est juste un truc, on en parlait tout à l'heure, sur les INOCA. C'est-à-dire que ce n'est pas un infarctus. Les fameuses femmes, en général, qui se plaignent de douleurs thoraciques, chez lesquelles les coronarographies les coronaires sont angiographiquement normales. Sur une série de femmes, donc 340 femmes, ils se sont amusés à leur faire des IRM de manière systématique et ils ont retrouvé des infarctus atypiques et des images mixtes. C'est-à-dire qu'ils se plaignent de quelque chose de vrai. Ce n'est pas dans la tête, ce n'est pas... juste un mot sur le vasospasme, pour dire qu'il y a le spasme épicardique que vous voyez là. Vous voyez l'IVA, on la voit bien. Là, elle est complètement spasmée. On a injecté de la choline. Mais elle peut ne pas spasmer, et c'est le calcul de l'IMR qui va nous montrer que les résistances artériolaires ont augmenté. Petite différence, quand c'est épicardique et ça spasme, eh ben on a un sus-décalage de L. Quand c'est microcirculatoire et ça spasme, on a plutôt un courant de lésion endocardique. Donc on commence à un petit peu comprendre. Donc angiographie, FFR avec de l'adénosine, acétylcholine, ça peut déclencher les spasmes. Et ça, c'est le côté non-imagerie, donc fonctionnel, et de l'exploration des MINOCA. Je vais vous montrer quelques cas. Ça, c'est le cas d'une jeune femme de 24 ans. Et sa vie, elle fumait un peu de cannabis, etc. Première prise de cocaïne, elle fait un arrêt cardiaque. La chance, en fait, elle fait le malaise. Elle appelle le SAMU et elle fait l'arrêt cardiaque devant le médecin du SAMU et vous voyez la fibrillation, le choc, elle redémarre. Après 24 ans,
Après avoir redémarré, voilà son électro. Dans le contexte, on était sûr que c'était une atteinte toxique. Et là, voilà, c'est du thrombus. Là, on ne va pas s'amuser à mettre un stent. On va juste faire des antiagrégants plaquettaires, les inhibiteurs de la glycoprotéine de B3A, et thrombectomie, mais thrombectomie gentille, à plusieurs reprises, en faisant attention à ce que ça ne passe pas dans le cerveau, etc., etc. On stresse un peu devant ce genre de malade. Hein. Jolie jeune femme de 24 ans, c'est dur de la sortir. Entre-temps, elle a embolisé, vous voyez ici, l'IVA s'arrête, donc on retire encore du thrombus en bas, et on lui fait, ça c'est 6 mois après, on n'a rien fait, ni stent, ni rien. Cicatrisation complète, et le VG tout à fait normal après. Et si vous regardez le thrombus, il lui a fait de l'OCT, d'accord? Ça c'est le jour J, après avoir aspiré, pas lui balancer vers l'aval, et ça c'est à 3 mois. Vous voyez, elle a une artère qui est complètement saine. Il n'y a pas de... Vraiment, la toxicité de la cocaïne. Donc voilà, ça c'est le contrôle à J2. Il y a encore du thrombus. Et la restitution à d'intégrum, il n'y a rien. Ça c'est pour vous montrer d'autres images. Regardez, l'OCT, on voit très, très pas compliqué. Vous allez assister une fois chez notre copain à Clermont-Ferrand en 2 jours à faire de Pascal Motreff et voilà. Tout le monde peut interpréter les images d'OCT. Les scats, je vais vous montrer un exemple. Ça, c'est d'ailleurs Pascal qui m'a donné ce cas-là. Regardez, les coronaires saines et une image sur cette diagonale. Vous la voyez ici. C'est ça qu'il faut savoir aussi se retenir. Là, surtout, c'est une diagonale, etc. Il y en a qui s'amuseraient à aller mettre un coup de ballon là. C'est une dissection. La dissection, elle va aller partout. Donc voilà une dissection à l'angiographie. Ben, c'est tout simplement traitement bêta-bloqueur et aspirine. Et à 48 heures, la nature fait bien les choses. Vous voyez, ça a complètement disparu. Colmaté d'elle-même. Alors, c'est associé souvent à des fibrodysplasies. Alors, regardez, ça, c'est l'exemple type. Elle a 60 ans, elle est hypertendue, elle avait fait un AIT, SCA troponine, bonne FE. Pour regarder ses gauche normale, réseau droit normal. Que quand je vois des coraux avec 3 séquences ou un truc comme ça, j'ai envie de m'arracher les cheveux. Et en réalité, là, hop, là, regardez, quand on reprend la lecture, tout à l'heure, ça c'est la distalité de la coronaire droite, il faut prêter attention à ça. Voilà. Il y a une dissection de la distalité de la coronaire. C'est une véritable histoire clinique de la douleur qui explique l'élévation de la troponine. Ce n'est qu'une dissection de la distalité, mais elle existe. Ça veut dire que la malade doit être mise sous bêta-bloquant, sous aspirine, et surveillée, parce que le gros problème de dissection, c'est la récurrence. Elles peuvent resurvenir à une nouvelle grossesse, un traitement hormonal, un stress. Ça, c'est les fibrodysplasies qu'on rencontre chez ce genre de patient. Ça peut être rénal, ça peut être iliaque. Donc, le traitement, c'est bêta-bloqueur, statine, d'anticoagulation pendant l'hospitalisation et évidemment de l'aspirine. Bon, parfois, on se retrouve dans des situations, la douleur, elle persiste, l'hémodynamique est instable, on n'a plus de flux, etc. Et on peut s'amuser, regardez ici, c'est une dissection. On met le stent, en fait, le stent, il est dans le faux chenal. On n'a fait qu'écraser un faux chenal et il n'y a rien derrière, il n'y aura jamais rien derrière. Terminé. Et une fois que le stent a écrasé le chenal, plus personne ne peut rien, ni le chirurgien, ni l'angioplasticien. Même chose ici, regardez, dissection. Ce n'est pas une sténoscopie. Pourquoi dissection? Parce que les artères sont saines. Ce n'est pas normal d'avoir une lésion aussi longue avec des artères complètement saines. Ben, le type, il a quand même mis le stent, ben voilà, il a fait un petit boudin avec une artère qui ne sert à rien des deux côtés. Donc, voilà, une autre dissection ici aussi. Ce n'est pas un rétrécissement, c'est une dissection. L'artère est complètement saine, cette image est typique de dissection. C'est en fait dissection avec un hématome qui comprime la paroi interventriculaire antérieure proximale. À J40, cicatrisation complète, vous voyez, elle a 42 ans, il n'y a rien, rien n'a été fait que bêta-bloquant, aspirine, etc. Si vraiment on est dans la merde, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a un retard de flux, elle est en train de faire l'infarctus, on ne va pas rester les bras croisés. Si elle, ou une récurrence, si ça va mal,
Ben, c'est le même système que pour les abcès. Simplement, il y a un hématome, il faut lui trouver une porte de sortie. Comment lui trouver une porte de sortie? Simplement en déchirant l'intima de l'artère. Et regardez, on a des ballons pour ça, on a un scoring ballon et cutting ballon. Moi, je ne rentre pas ici, mais je les donne, pas en avoir besoin. C'est vieille, on s'en fout. et comme moi, hein, aussi. Elle a 46 ans, elle vient avec un tableau de, voilà, d'infarctus, hein, elle fume. Et élément qui doit attirer l'attention, cette tentative de FIV avec un traitement hormonal. Donc, jette aux dissections coronaires spontanées. Regardez. Là, l'IVA, elle arrive, on fait la coro, on se rend compte que c'est de la dissection, on lui dit traitement médical. Ça va rentrer dans l'ordre. Malheureusement, elle était encore en usique, ça se dégrade, c'est-à-dire que l'hématome continue à comprimer et retarde le flux. On la laisse, elle est en train de faire l'infarctus. Et donc, décision de faire une fenestration et d'utiliser des ballons. Ces ballons, ils ont tout simplement des lames. Le scoring balloon, il a des lames comme ça. Le cutting balloon, il a des lames comme ça. Quand on gonfle le ballon, ces lames vont aller cisailler. Et voilà le résultat après le scoring balloon. Là, c'est le cutting balloon, pardon. Voilà, on a disséqué l'artère. Donc, on a créé des brèches dans l'intima et ça recircule à nouveau parce que l'hématome a fusé. Par contre, on a créé une dissection. Là, on a la solution, elle est facile. On va lui mettre un stent. Là, le résultat est bon. Aller stenter sans avoir fenestré, c'est aller donc, on ne le fait qu'avec une mauvaise tolérance clinique, électrique et angiographique. D'accord? Il faut faire très attention. Alors, pour conclure tout ça, je crois que j'ai été assez trop long et le sujet est passionnant. Et 6 à 15% des infarctus ne sont pas bénins et leur traitement doit être adapté à l'étiologie. Malheureusement, pour avoir l'étiologie, outre les cas typiques, comme celle que je viens de vous montrer, elle est jeune, elle a fait des l'image géographique est évidente, c'est bon, souvent on ne sait pas. C'est pour ça que faire de l'imagerie, on peut dire on peut faire des troncs sans imagerie, hein, là ça devient un outil diagnostique réel et qu'on devrait vraiment les acquérir et pousser les labos à l'outil. C'est un diagnostic de travail qui nécessite des investigations, d'abord sur la fonction VT avec le TT et l'IRM, l'imagerie avec l'OCT et l'IVUS, et les tests de provocation de spasme, soit la FFR et l'IMR, qui est l'étude de la microcirculation. Les SCAD ne sont pas rares. La stratégie conservatrice en première intention, problème de récurrence et leurs conséquences, ça c'est la stratégie de réduction des récidives, bêta-bloqueurs, traiter tout HTA, limiter le stress émotionnel, les traitements hormonaux. Et enfin, les INOCA, bon, j'espère un jour un sujet dont on parlera aussi, semble très important. On va parler de l'intérêt de la microcirculation, de l'impact sur nos patients, c'est-à-dire leur donner une réponse à quelque chose où jusqu'à présent on lui dit va voir le gastro, tu as un reflux, ou alors toi c'est dans ta tête, il ne se passe rien au niveau. Merci. Merci beaucoup. À 15 je vais poser la question. Et sans les équipes à demander la priorité. Pour narographie, non. Alors, normalement, ce qui va se passer dans ce cas-là, c'est-à-dire normalement, dans notre réponse, on doit déjà te donner une orientation. Tu devrais normalement faire de l'imagerie. Si on ne fait pas de l'imagerie, on va te donner une orientation. Et l'examen systématique à faire, c'est l'IRM. Oui, surtout, oui, parce que va te montrer, en général, l'IRM, elle va te montrer un rehaussement tardif. Il y a eu une véritable nécrose. Si je te dis les coronaires sont saines,
On va commencer à se poser de véritables questions. Pourquoi cette personne a nécrosé réellement, de manière factuelle, prouvée à l'IRM? Seul l'IRM nous prouve une véritable nécrose, de Et manière et systématique. ça permet d'éliminer une myocardite, Ça surtout. permet d'éliminer une myocardite, ça permet d'éliminer c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Certains l'éliminent, d'autres le mettent. Alors pourquoi? Parce que ceux qui l'éliminent sont les puristes qui disent qu'on ne prend en compte que les étiologies ischémiques et que l'étiologie du Takotsubo n'est pas réellement ischémique. Cet orage adrénergique ne conduit pas à de l'ischémie et on pourra parler d'ischémie pendant des heures. C'est un concept qui est en train aussi de battre de l'aile. Mais pourquoi? C'est pour authentifier l'événement et pour traiter le malade après. Dans la salle de cath. OCT, si tu l'as pas, AIVUS. Voilà. Sinon, Ça, tu le fais à distance, tu le fais jamais en phase aiguë. Ah non, 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 ça, tu le fais une fois que le malade est parti, a fait son IRM, l'IRM a confirmé qu'il y a eu un dégât myocardique. Là, tu reconvoques le malade et tu lui fais les explorations, c'est-à-dire la recherche du spasme cardiaque, la recherche du spasme microcirculatoire, ça se fait dans le même temps avec la même injection d'acétyl, et une imagerie endocoronaire, de préférence l'OCT. Sur l'IRM, tu peux avoir que de l'œdème, et pas de nécrose, et c'est le cas du Oui, Takotsubo. c'était dans le Takotsubo. Voilà. Alors, là aussi, c'est tout un débat, puisqu'on a trouvé des rehaussements tardifs dans des Takotsubo. On a trouvé des Takotsubo, certains scènes cliniques totales de Takotsubo sans récupération ad intégrum. Je t'ai dit, c'est vraiment un domaine où c'est des leçons d'humilité. Toujours garder l'esprit ouvert, ne pas se dire c'est pas un Takotsubo parce que c'est, a dit, sur le plan thérapeutique, à part donner des bêta-bloquants et l'aspirine, t'as pas d'impact majeur. Ah oui, oui, il n'y a pas de certitude. Attention, c'est une hypothèse. Hein. Ce n'est qu'une hypothèse. Hein. L'histoire d'orage adrénergique, c'est une hypothèse, elle n'est pas prouvée. Par rapport à la dame qui faisait de la FIV et qui a fait l'infarctus, elle ne devait pas prendre l'aspirine. Elle était sous aspirine avant ou pas? Celle qui a fait dissection aortique. Non, honnêtement, je ne me rappelle pas. Cela dit, combien même elle prendrait de l'aspirine, ça ne protège en rien de la dissection. Pour retraiter ces patients, s'il vous plaît. Alors, tiens, justement, c'est pour ça que c'est important par rapport à la thérapeutique. C'est-à-dire comment gérer ces patients sur le plan thérapeutique. Qu'est-ce qu'on donne après? On donne des coronaires. Justement, c'est pour ça que là où on en est au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas satisfaisant. Ce qu'on fait, pas là où on en est. Ce qu'on fait, nous, n'est pas satisfaisant. Parce qu'on ne donne pas de piste étiologique pour que la thérapeutique soit adaptée. Et pourtant, on devrait la donner. Globalement, dans les domaines Takotsubo, on sait c'est bêta-bloqueurs et aspirine. Les dissections coronaires, c'est bêta-bloqueurs et c'est éviter le stress émotionnel, éviter tous les sports qui ne sont pas des sports d'endurance, c'est-à-dire le tennis, la danse, les trucs en salle maintenant, machin, etc. C'est important parce que ça peut déclencher ça peut changer la vie des gens. Hein. Il y a des gens qui font beaucoup de sport, etc. Il faut leur dire non, ce sport-là, vous ne le faites pas. Qu'est-ce qu'il y avait? Pour les troubles de la microcirculation, c'est aussi, quand ce n'est pas du spasme, c'est aussi bêta-bloqueur, aspirine et statine. Pour les spasmes, c'est les inhibiteurs calciques, en sachant que donner un comprimé d'Amlor, ça ne marche jamais. Il vaut mieux associer un Amlor et un Tildium, ou ce qui marche très très bien, c'est l'isoptine LP 240 LP. Il y a une belle couverture pendant le nictémère et c'est une molécule qui, à part la constipation, il n'y a pas beaucoup. Alors, elle parle d'association de nitrés à longue durée d'action. Alors, pourquoi elles sont déconseillées?
Parce que tu as le fameux épuisement thérapeutique, pas avec les inhibiteurs calciques, et que c'est des malades, c'est difficile de traiter. Leur observance, elle est, tu sais, quand elle va aller voir un autre médecin, il va lui dire, mais ta choro est normale, etc. Pourquoi tu prends tous ces médicaments depuis je ne sais pas combien de temps? Donc, si tu lui donnes un médicament qui ensuite a de l'épuisement thérapeutique, tu risques de la perdre. C'est déconseillé de donner des nitrés. Tu peux les rajouter si tu n'arrives pas à juguler le spasme avec les inhibiteurs calciques. Et même les patchs de nitrés, c'est très bien. Hein. Pour les mégadolico-coronaires, ça c'est un drame. Alors moi, je fais partie de la vieille école, mais je te répète hein, que c'est pas... Moi, je ne suis pas contre les anticoagulants, surtout depuis qu'il y a les AOD chez ces gens-là. Si c'est des gens jeunes, parce que souvent ils ne sont pas vieux, hein, tu associes par exemple un Plavix avec un AOD, mais à faible dose. Parce que c'est une catastrophe. Enfin, ils font tous des accidents et ni les chirurgiens ne savent les opérer parce que c'est comme de l'oignon. Et plusieurs couches, quoi. Et nous, on est très mauvais parce que c'est très gros. On plein de billes athéromateuses. En général, quand on va les côtés, on les bouffe. Donc, il ne faut pas hésiter à être agressif avec ces malades-là. Excuse-moi, pour le cas de la jeune de 24 ans qui était sous cocaïne, Ouais. elle était sous contraceptif oral ou c'est la cocaïne, ça donne des spasmes plutôt que... Est-ce que Ah non, non, c'est à l'origine d'un la thrombus? cocaïne, ça donne des thrombus. Des thrombus. Ah oui, oui, ça ne donne pas que du spasme. Ça donne du spasme, ça c'est ce qui est connu. La cocaïne, ça donne du Ça peut thrombus, on le expliquer le sait. Hein. thrombus. On le sait. Ouais, ça donne du thrombus. C'est pour ça qu'ils ne saignent pas beaucoup du nez. Une petite question, Kamal, s'il te plaît, par rapport à l'image angiographique de la dissection, on voit ni faux ni vrai chenal. On se base sur la réduction de calibre. Est-ce qu'il faut faire d'autres imageries? Parce que moi, je vois que la réduction de calibre par rapport à d'autres dissections. Moi, je suis capable de te dire, c'est-à-dire un coronarographie, c'est censé, au bout quelques années d'expérience, est censé pouvoir te dire, ah non, ça, c'est pas de l'athérome. L'athérome, c'est pas aussi lisse que ça. Tu as vu comment c'est? C'est comme un fil. Voilà. Évidemment, tu peux te dire, ça peut être un spasme. Tu fais du Risordan d'abord, ça c'est la base. Petite parenthèse, je ne sais pas si Sanofi est partie du truc, c'est un scandale qu'il n'y ait pas, c'est un scandale, hein, qu'on soit réunis ici, qu'il n'y ait pas de Risordan dans tout le Maroc. Non, Lukanjit, si j'étais Oulandeo. Non, mais haram, c'est de la folie. Et ça fait 3 ans. J'en ai parlé au président de la SMC, j'en ai parlé à tout le monde. Voilà un combat, Lamkar. Le Risordan. Non, mais je vous promets, c'est infernal, c'est amoral, c'est ignoble. C'est qu'on ne nous ramène pas du Risordan, qu'on soit obligé de ramener du Risordan dans nos valises. Faire une coronarographie sans Risordan, c'est pas valable. Et on l'accepte et on vit comme ça tous les jours, etc. Risordan, il y a le Brivibloc, il y a des Uprel, il y a... Donc, pour répondre complètement à non, mais ça, c'est un truc, attends, ça coûte rien le Risordan. Et tu sais que c'est pour ça qu'il ne l'emporte pas. C'est parce que ça rapporte rien et ça coûte rien. C'est horrible. Donc, pour ta question, on peut avoir une pertinence de 70 à 80% sur l'angiographie concernant les dissections. L'imagerie est complexe à faire quand c'est très serré comme ça. Parce que pour que tu puisses voir, il faut que ta sonde elle puisse passer. Non, et surtout qu'il y ait un peu de flux autour de ta sonde. C'est des ultrasons ou c'est des, tu vois, ou l'optical chromatography. Tu ne peux pas être collé à la paroi et avoir de l'imagerie. Donc, l'autre danger, c'est que si tu veux faire de l'imagerie, tu es obligé de passer le guide et tu risques. Oui, en particulier, exact. Remarque. Ouais. Non, il y a un cardiaque. Alors, pompe myocardique, c'est une autre affaire, parce que le pompe myocardique, on sait en faire le diagnostic, et tous faire le diagnostic du pompe myocardique, on sait ce qu'il faut éviter, les vasodilatateurs, on sait ce qu'il faut donner, les bêta-bloquants, et c'est efficace. Quand je disais que le pompe myocardique pouvait être pourvoyeur d'infarctus, c'est vraiment extrême. Donc, le pompe myocardique, ce n'est pas un sujet.
C'est vrai ce que tu dis parce qu'il y avait tellement de diapos que j'ai été obligé de trier et malgré ça, j'ai dépassé les limites du temps. Il y a beaucoup de papiers qui démontrent que ces gens-là sont moins bien pris en charge et moins bien traités que les vrais cardiopathes. C'est logique, hein. Par contre, ce qu'on doit faire, c'est l'erreur, c'est ne plus dire à la malade, jusqu'à présent, je continue à faire ça. Là, en lui disant, mais non, vous n'avez rien, madame, etc., de peur de rentrer dans une espèce de discussion qui s'achèvera jamais. C'est au cardiologue que je donne la patate chaude et je lui dis, écoute, tu t'es débrouillé avec ta malade. Voilà ce qui se passe. Par contre, il faut faire la différence entre Minoca et Inoca. Les Minoca, ils ont fait une scène d'infarctus. Donc, il s'est passé quelque chose dans leur vie. On les amène beaucoup plus facilement à prendre un traitement. Et même nous, on est plus sensibilisés à un Minoca. Il a fait un événement, il a été hospitalisé. Il va t'en parler quand il va venir te voir la première fois. Il va te dire tel jour, j'ai eu mal, j'ai été hospitalisé, on m'a fait une cour. Voilà. Par contre, les Inoca, c'est les pires. Parce que ça, c'est des femmes, surtout des femmes, qui ont de véritables douleurs thoraciques, qui ont très probablement des troubles de la microcirculation qu'on ne peut pas traiter de façon absolue, mais aider, qui ont eux aussi un pronostic qui est mauvais, mais on est tous à les regarder presque avec mépris en disant c'est une hystérique, quoi. Et ceux-là qui sont les plus... Toi-même, tu dois dire la même chose, t'es malade. Ah, c'est très passionnant, Voilà. Kamal. La preuve, c'est le nombre de questions. Il y en a encore et encore. Mais il faut aller, on va se reposer un petit peu pendant 15 minutes et reprendre.